für die erste Rede Herr Kaufmann zu begrüßen. Herr Kaufmann Monsieur Kaufmann, der Monsieur Bundeskoordinator Kaufmann für grüner Wasserstoff est coordinateur pour l'hydrogène et ministre fédéral de l'éducation et de la recherche. Et je vous en prie, je vous donne la parole. Madame Gabriel, Monsieur Michel, Monsieur Brotner, je me réjouis vraiment d'être aujourd'hui à Bruxelles et pour la fin de cette conférence, et j'ai le droit de m'adresser à vous. Et je suis trois fois très satisfait parce que nous sommes à la représentation du Baden-Württemberg et pour moi c'est un peu ma maison, et même si car je viens de Stuttgart, et donc c'est au centre de la politique européenne. Et il y a 2 semaines, je suis revenue là, ça fait longtemps que je n'étais pas venue, et puis nous sommes aussi dans le centre d'une communauté et aujourd'hui ça a vraiment beaucoup de valeur. Et puis nous travaillons aussi de l'hydrogène, c'est un thème qui nous aide à passer les frontières. Alors mesdames et messieurs, où qu'on soit dans le monde, le changement climatique nous touche tous et partout. Et petit à petit, nous devons tous faire quelque chose, que ce soit dans le Baden-Württemberg, en Europe, en France. On doit faire le mieux. Et donc, nous y arrivons tous ensemble. D'ici 2050, l'Europe devrait être neutre en climat. L'Allemagne va essayer d'atteindre ça 3 ans avant. Ils veulent limiter les gaz à effet de serre et ça les baisser de 50%. Donc il faut quitter les énergies fossiles et c'est une situation qui s'est encore aggravée avec la situation en Ukraine. Parce que nous devons importer encore de grandes quantités de gaz depuis la Russie. Alors, il y a des sanctions nécessaires avec les embargos, les prix augmentent en Europe et c'est un défi. Et ça, je voudrais le dire aujourd'hui, c'est une chance aussi pour nous de se lancer vraiment dans les énergies, dans l'hydrogène vert. C'est la clé pour l'utilisation et pour utiliser de nouvelles énergies vertes. Et l'Europe va devoir importer de l'énergie à l'avenir, car nous n'aurons pas la possibilité de tout produire en Europe. Le changement énergétique, pour nous, c'est la possibilité aussi d'être plus autonome. Et plus on a de l'énergie verte et de l'hydrogène, et plus nous serons forts et plus nous serons autonomes. Ensemble, on peut mettre en place des normes pour organiser cette économie de l'hydrogène. On peut être responsable et créer une union européenne de l'hydrogène. Ensemble, nous pouvons réussir ensemble ce que nous ne pourrons pas faire seuls. Avec le Green Deal, la Commission européenne a donné un bon départ pour que ça devienne une réalité. Dans la situation actuelle, il faut qu'on soit plus rapide que jamais. Donc, c'est pour ça qu'on attend aujourd'hui le rapport de Repower. Donc, aujourd'hui, ils en ont discuté à Bruxelles. L'Allemagne veut travailler sur ce marché en tant que pionnier sur l'hydrogène, d'un côté technique, mais aussi d'un côté économique. Il faut vraiment changer notre système d'énergie. Donc cela a de gros défis aussi, présente de grands défis. Il y a des innovations en matière d'hydrogène et on voudrait mettre ça sur le marché en général. Et quand nous étions présidents de l'Europe, nous avons mis un agenda pour l'innovation et la recherche. En 2020-2021, il y a eu un processus de dialogue en Europe
pour mettre en place un agenda de la recherche et de l'innovation. Ça a été publié et sa mise en pratique. Donc, en parallèle à cet événement, aujourd'hui, nous en avons discuté à Berlin avec des experts. Et donc, nous avons parlé de cette économie de l'hydrogène en Europe et de cet agenda. Donc, ce processus de l'agenda pour l'hydrogène vert, il y a des initiatives futures avec les différents États membres et ça pourra former notre Union européenne. Donc, ce sont des questions de recherche que nous avons définies ensemble et on essaie d'y répondre ensemble. Mais c'est une affaire qui est vraiment mondiale, en fait. Donc, nous devons créer de nouveaux partenariats. Et chacun profitera de ces partenariats. Nous avons différents critères. Des standards sociaux doivent être pris en compte. Et puis aussi la durabilité. Nous avons un rôle en tant que pays qui importe de l'énergie. 70% de l'énergie est importée et à l'avenir, on atteindra jusqu'à 80%. Car le vent, le soleil, ce sont des ressources pour faire de l'hydrogène vert, mais nous n'en avons pas beaucoup. Il y en a encore peu dans le sud de l'Allemagne. Et en même temps, nous avons un vrai besoin d'énergie pour nos citoyens, mais pour notre industrie aussi. Nous allons coopérer avec des pays qui ont de l'énergie éolienne et solaire, et pas seulement dans le nord d'Europe, pas seulement avec les pays du Nord, mais aussi avec des pays du sud-est de l'Europe. On a des projets où on va utiliser de l'hydrogène par le Danube qui passera par la Bulgarie. Et donc, évidemment, nous avons quelque chose à offrir en Allemagne pour l'Europe, à savoir des structures, nous avons de la technologie et nos partenaires peuvent en participer dans le monde entier. Et donc, c'est pourquoi nous voulons dépasser les frontières. Nous voulons travailler ensemble pour un but commun. Avec la France, dans ce domaine, nous avons des partenariats qui fonctionnent très bien. Donc, on a un programme de soutien franco-allemand déjà depuis 2019 avec 9 projets européens sur l'énergie. Il est question, entre autres, de batteries combustibles, mais aussi l'approvisionnement en hydrogène. Et nous voulons continuer dans cette direction. Mesdames et messieurs, les échanges à Berlin et ici, c'est vraiment d'une grande importance. C'est le chemin pour une économie de l'hydrogène européenne. Et ici, à Bruxelles, avec les différents États membres, nous voulons continuer, même si on ne connaît pas encore tous les détails de ce voyage. Il faut vraiment se mettre en route encore plus vite que jamais. Le climat qui change et pas seulement ne s'arrête pas aux frontières, donc il faut continuer. Il faut qu'on travaille sur ce thème de l'hydrogène ensemble. Il y a la Chine, il y a le Japon. C'est vraiment international et c'est ensemble que nous devons travailler, que nous devons avancer. Nous avons mis en place des objectifs précis. Il y a une urgence à les mettre en pratique. Il faut qu'on se mette au travail pour un avenir neutre climatique. Je vous remercie beaucoup. Un grand merci à M. Kaufmann pour sa vision au niveau allemand, donc de la question de l'hydrogène et de l'innovation. On va maintenant avoir l'honneur et le plaisir d'entendre M. Laurent Michel, donc, du ministère de la Transition écologique en France, qui est directeur général énergie et climat. Donc,
Monsieur Michel, je vous en prie. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Écoutez, bonjour à toutes et tous. Je voudrais tout d'abord excuser notre ministre de la Transition écologique, Madame Barbara Pompili, qui, entre autres dans le cadre d'un agenda complexe, en ce moment, n'a pas pu se joindre à cet événement, mais remercier l'ambassade et tous les organisateurs pour cette invitation à clôturer un événement qui est riche, qui était riche dans ses dimensions des territoriales, je dirais de l'Europe à tous les territoires régionaux, dont le Grand Est, partenaire, riche aussi par cet agenda que vous aviez proposé entre débats législatifs et réglementaires, présentation des stratégies des acteurs, information des opportunités de financement et aussi l'objectif de favoriser les rencontres. Alors, juste d'abord dire que l'hydrogène, comme il a été évoqué précédemment, entre autres par l'intervenant allemand ou à la table précédente, je crois que c'est des stratégies, mais c'est déjà aussi quelque chose qui avance concrètement. Je voudrais l'illustrer sur le cas que je connais un peu mieux, celui de la France, avant d'évoquer les dynamiques, les étapes suivantes, entre autres dans le cadre européen et tous les travaux en cours. En France, eh bien, nous avons une stratégie depuis septembre 2020 à laquelle presque 9 milliards d'euros d'ici 2030 doivent être dédiés dans une double approche systémique, développer une filière technologique et économique de l'électrolyse à la conversion et à l'utilisation de l'hydrogène, par exemple dans l'industrie ou la mobilité, et puis décarboner dans cet objectif de neutralité carbone en commençant d'abord par l'usage direct, le plus efficace énergétiquement, décarboner dans l'industrie, soit l'hydrogène déjà utilisé ou avec des nouveaux procédés, et la mobilité lourde. L'objectif, la première étape, il y en aura bien d'autres, c'est 6,5 gigawatts d'électrolyseurs installés en 2030, consommant 30 TWh d'énergie électrique, ce qui est à la fois accessible, mais beaucoup, et on ira beaucoup plus loin. On constate une première dynamique de projets. Les projets territoriaux, déjà 40 ont été sélectionnés, représentant 80 mégawatts d'électrolyse, mais au-delà de ça, le dispositif qui était doté de 275 millions d'euros est abondé de 200 millions d'euros dans le plan France 2030, et à la levée en septembre 2021 de l'appel d'offres, on avait 60 dossiers déposés pour plus de 2 milliards d'investissements à 760 millions d'euros de demandes, ce qui démontre bien la dynamique des territoires et des acteurs industriels pour bâtir les projets. Mais au-delà de ces projets territoriaux, c'est aussi des gros projets. Là, on rejoint en partie le cadre européen. 15 projets ont ainsi été notifiés dans le cadre du processus IPCEI, et je crois qu'avec de nombreux pays, nous espérons des décisions d'ici l'été. Ça pourrait représenter, en plus de projets technologiques comme les gigafactories d'électrolyseurs, plus d'1 gigawatt d'électrolyse installée, ce qui nous mettrait en ligne avec nos objectifs de 2030. La France est prête à consacrer 3,2 milliards d'euros à ces projets IPCEI, et donc en partenariat avec différents pays, et avec, on l'espère, le soutien, quand les projets auront pu être sélectionnés, le soutien européen. Au-delà de ça, nous avons conscience qu'il faut abonder au départ, amorcer la pompe en soutenant la production d'hydrogène décarboné. Nous espérons lancer en 2022 les premiers appels d'offres. Nous avons prénotifié un mécanisme de soutien à la Commission européenne et nous préparons le cahier des charges de l'appel d'offres en l'articulant avec divers projets de décarbonation de l'industrie, mais aussi avec les évolutions réglementaires en cours de discussion au niveau européen avec le paquet Fit for 55. Il y a évidemment, au-delà de ces stratégies, et qui ne sont pas que françaises, besoin de nombreuses actions pour aller plus loin. Il va falloir déjà concrétiser les premiers projets d'électrolyse, et pour cela, on a besoin de disponibilité d'électrolyseurs de forte puissance. C'est la dynamique de la poule et de l'œuf, ou de la roue vertueuse qu'on essaye d'enclencher, des projets qui créent une demande, mais aussi qui rencontrent une fourniture d'électrolyseurs, et si possible, le plus européen possible. Pour cela, il faut développer les briques technologiques, ces électrolyseurs de première, mais aussi deuxième génération. Je pense à ceux qui pourraient être à haute température en utilisant non seulement de l'électricité, mais aussi de la chaleur, mais aussi faire progresser les piles à combustible ou l'intégration des systèmes, entre autres dans les bus, les trains. Il va nous falloir faire grossir la demande. On pense qu'il y a tout un travail qui déjà avance bien autour des bassins industriels, Le Havre, Dunkerque en France, mais bien d'autres. On va trouver une forte demande d'hydrogène qui pourra, pour l'industrie, mais qui pourra aussi servir la mobilité. À partir de là, il faudra l'alimenter de la production européenne, mais peut-être et de régions voisines, pas seulement
en toute proximité. Claude Turmes évoquait par exemple la mer du Nord, mais aussi peut-être d'importation. Pour cela, évidemment, et c'est quelque chose d'immense, avec de nombreux points de vue et intérêts parfois contradictoires qui s'expriment. Il y a des cadres réglementaires qui doivent à la fois encadrer, mais aussi au début surtout faciliter l'émergence de ces projets. Quelle est notre réglementation? Que considère-t-on en Europe comme un hydrogène décarboné, qui viennent d'énergies renouvelables ou d'énergie décarbonée au niveau de l'électricité, mais aussi quels sont les cadres pour les infrastructures et les marchés pour permettre de développer progressivement de manière souple, qui doit être ni autarcique, ni totalement créatrice d'indépendance des importations, un mix, un mélange d'import d'hydrogène et de production et de transport. Et il nous faudra aussi, évidemment, et c'est un enjeu qui dépasse l'hydrogène, mais qui se combine, une production d'électricité décarbonée en volume suffisant. Si on l'utilise pour l'hydrogène, il faut aussi en garder pour l'électrification directe d'un certain nombre d'usages, comme dans la mobilité. Alors, les réglementations et impulsions européennes sont cruciales en ce moment sur ce sujet. De nombreux textes européens dans le paquet Fit for 55 et dans d'autres abordent la question de l'hydrogène via le règlement taxonomie, via la directive sur les ENR, évidemment les lignes directrices pour les aides d'État en matière d'énergie et environnement, le paquet gaz et le règlement sur les infrastructures transfrontalières. Et puis, mais je ne saurais anticiper, ne sachant tout, même si nous avons eu évidemment des échanges et quelques signaux de la Commission européenne, il pourrait y avoir des annonces nouvelles dans Repower EU sur la stratégie de développement de l'utilisation d'hydrogène et de production en Europe, mais aussi d'importation d'hydrogène. Dans tout ça, il y a un certain nombre de débats qui ne sont pas simples, qui doivent progresser et s'affiner. On ne va peut-être pas tout définir tout de suite, ce n'est pas évident, mais c'est quoi l'additionnalité des ENR qu'on utilisera pour cet hydrogène? C'est quoi la définition d'un hydrogène renouvelable ou d'un hydrogène bas carbone? Sur l'importation, la France a déjà plusieurs fois exprimé sa position. Il s'agit d'importation dans l'Union européenne, il ne s'agit pas de l'exclure, mais il s'agit de ne pas décourager la production européenne, de ne pas créer une dépendance, de ne pas non plus vider d'énergie renouvelable un certain nombre de pays, mais bien d'avoir ici, chez nous et dans ces pays, une vraie décarbonation et des vrais partenariats. Une voie existe assurément dans ces sujets, pour une collaboration intra-européenne, mais aussi extra-européenne. Mais il faut aussi, pour ça nous insistons sur l'ensemble des dimensions, y compris industrielles, visées par la démonstration et le déploiement, l'indépendance et la force de l'Europe sur les productions. On pense des outils industriels, on pense aux électrolyseurs, mais pas seulement, piles à combustible, stacks, utilisation, ensemble de la chaîne, réservoir aussi évidemment, sera important dans ce cadre, par exemple, de faire vraiment émerger, comme il a pu être fait dans des approches européennes avec parfois des actions bilatérales entre pays et le soutien de la Commission européenne, qu'on l'a fait pour les batteries, faire émerger nos usines, nos productions, par exemple d'électrolyseurs de première génération, puis de deuxième, par exemple sur l'électrolyse haute température. Sur l'importation, je pense qu'on devrait pouvoir trouver des critères, entre autres, pour avoir les mêmes exigences pour considérer, en termes d'additionnalité, de contenu bas carbone, contenu en CO2, l'hydrogène que l'on voudrait utiliser. Il ne s'agit pas de dépendre d'hydrogène fossile d'où qu'il vient. Enfin, nous aurons à trouver une stratégie, un cadre. Certains le veulent tout de suite réguler, d'autres disent qu'il faut de la souplesse. Je ne sais pas sur quoi nous arriverons, car le débat est complexe. On aura besoin de transporter l'hydrogène, parfois sur d'assez longues distances. En même temps, on doit pouvoir développer des consommations de relative proximité. Je crois que les acteurs y sont attachés aussi. Donc, comment avoir un développement raisonné et progressif d'infrastructures, éventuellement avec une régulation, pas forcément identique à celle des réseaux électriques et gaz, mais dont on peut s'inspirer pour réfléchir. Cela reste à mon sens très ouvert. Je dirais juste un petit point de vigilance. Si on peut peut-être imaginer qu'à moyen terme, ou qu'à court terme, certaines infrastructures, avant de transporter de l'hydrogène, puissent transporter du gaz naturel, il ne faut pas qu'on s'embarque dans une hypothèque de faire dans très longtemps des infrastructures d'hydrogène, de refaire beaucoup d'infrastructures de gaz naturel. Il s'agit plutôt là de les convertir ou de les rendre mixtes.
Dans tout ça, ce sont des travaux très lourds, très conséquents, mais qui ne se limiteront pas dans les coopérations européennes qu'à ces cadres réglementaires. Mais je crois que tout ce qui est l'Europe, c'est la prospective, c'est affiner ce cadre réglementaire, c'est concrétiser nos projets. On a aussi des projets, par exemple, transfrontaliers qu'on étudie avec l'Allemagne, c'est les collaborations de recherche, de développement et d'innovation, d'industrialisation. C'est cet ensemble de dynamiques à laquelle je ne doute pas les discussions d'aujourd'hui et des semaines et mois à venir contribueront pour aller vers la décarbonation et la souveraineté énergétique et industrielle de l'Europe. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de manifestation et de journée à Bruxelles ou à distance. Merci beaucoup. Un grand merci à Monsieur le Directeur Général pour effectivement sa vision sur la stratégie française et aussi l'importance de la dimension européenne. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'accueillir Monsieur le Président de la région Grand Est, Monsieur Rotner. Donc, je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Bonjour tout particulier, mes salutations tout particulières, Madame la Commissaire européenne, chère Maria Gabriel. Merci pour votre présence. Merci également, Monsieur l'Ambassadeur, pour votre présence à nos côtés. Cher Monsieur Stefan Kaufmann également, merci d'avoir fait ce trajet pour nous expliquer la stratégie allemande. Et j'aimerais remercier toutes et tous celles et ceux qui sont encore là ce soir, qui nous font le courage de nous regarder à distance ou qui étaient là. Et c'est vrai que les interventions ont été nombreuses, à la fois de ministres belges, cher Claude, du Luxembourg, et nous avons passé une partie de la journée ensemble, d'ailleurs dans une entrevue fort intéressante avec le vice-président de la Commission, Franz Timmermans, qui aussi nous a permis avec anticipation de découvrir quelques annonces qui sont faites demain, mais je laisserai à celles et ceux qui sont en charge de cela de pouvoir le faire. Mesdames et messieurs, je suis président d'une région qui a de la chance. Elle est au carrefour de l'Europe, elle est au centre de l'Europe. Elle vit l'Europe 24 heures sur 24. Et en même temps, je suis un président simple, heureux, pragmatique. Mais je m'interroge. Je m'interroge parfois quand j'essaie de comprendre les stratégies, je dis bien les stratégies, en matière d'énergie renouvelable. Chez nous, à l'échelle régionale, mais à l'échelle nationale, des États membres, à l'échelle européenne. Et la guerre en Ukraine est malheureusement survenue. Et elle a appelé un certain nombre de responsabilités. Et je pense qu'on peut être fier de l'Europe, Madame la Commissaire. On peut être fier des décisions prises, des décisions importantes par la Commission européenne, par les États membres, dans l'urgence. Et en période de crise, souvent, on avance beaucoup plus vite. Finalement, le débat auquel j'assiste cet après-midi m'interroge. Il m'interroge parce que je n'aimerais pas que l'Europe, à l'image de ce que nous avons pu vivre il y a quelques années en matière d'intelligence artificielle, en matière de numérique, encore avant, eh bien, rate le coche des énergies renouvelables et permettent à d'autres marchés émergents de devenir dominants au niveau mondial. Nous avons ici, en Europe, toutes les forces, toutes les capacités, toute l'intelligence, toute la recherche possible pour devenir le leader dans ce domaine. Mais il nous faut être rapide, il nous faut être agile, il nous faut être conséquent, et il faut peut-être être parfois en rupture avec les idées préconçues ou les lourdeurs de certains États membres, y compris de la France. Et le débat de cet après-midi, de ce matin, de hier, 2 jours de débat quand même sur cette thématique de l'hydrogène et du transfrontalier est passionnant. Est passionnant, et c'est vrai par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure. Les organisateurs l'ont voulu concentrer sur notre région de vie. Cette région finalement qui s'étend le long de la frontière belge de Dunkerque
jusqu'à la frontière suisse, à Bâle, avec les Hauts-de-France, la Wallonie, avec le Luxembourg, naturellement, avec le Grand Est, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat et le Bade-Wurtemberg. C'est ce cœur de l'Europe, là aussi, qui concentre à la fois une démarche universitaire et d'innovation extrêmement forte, un passé industriel dont aujourd'hui une région comme la mienne, eh bien, a beaucoup de difficultés à rebondir, mais le fait et peut le faire justement grâce à la transition et à la transformation énergétique. Et nous avons, je crois, rendez-vous avec l'histoire. Cette histoire, c'est effectivement les énergies renouvelables au niveau européen. Après, à côté de cela, il y a des différences, mais nous pouvons aussi avoir en Europe un discours mature sur l'énergie nucléaire et les différences qui, peut-être, nous opposent encore aujourd'hui, mais qui doivent en tout cas nous faire cheminer, nous faire progresser. Et concentrer aujourd'hui notre réflexion en matière d'hydrogène justement sur la coopération transfrontalière, c'est une importance majeure. Parce que la facilité voudrait qu'on sélectionne quelques régions, qu'on observe ces régions en termes de normes, en termes de transformation, en termes d'accélération liée à l'hydrogène. C'est simple. Mais de le faire finalement dans une région ou une zone transfrontalière, c'est beaucoup plus compliqué. Mais inversement, si ça réussit, c'est toute l'Europe qui gagne. Parce que ce qui se passe chez nous, eh bien, on peut là aussi le transposer entre la Bavière, l'Autriche et effectivement la République tchèque. On peut le transposer dans d'autres régions européennes, mais nous avons ici un accès à la mer, nous avons ici des infrastructures de transport de l'hydrogène qui, comme l'a dit Claude, eh bien, sont au croisement finalement de 3 hydrogénoducs possibles, potentiels, très faciles à installer ou à transposer, et il faut aller dans ce sens-là. Et donc, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une Europe qui doit nous simplifier la vie. Nous avons rendez-vous avec une Europe qui doit nous permettre, avec ses États membres, d'accélérer, d'être à ce rendez-vous, effectivement, de l'hydrogène. On le sait très bien, l'Allemagne, pays qui entraîne économiquement et industriellement l'ensemble de l'Europe, bien pourra produire 40% de son hydrogène. Il faudra en apporter 60%. Comment faire à l'intérieur du territoire européen? Comment faire avec des pays importateurs futurs sur l'espace extra-européen? C'est des questions fondamentales, c'est des questions majeures. C'est des questions aujourd'hui qui bien rejoignent le débat sur la relocalisation industrielle, qui rejoignent tout ce que nous avons vécu après la pandémie en termes de réindustrialisation de nos territoires. Et c'est pour ça que se poser pendant 2 jours, afficher parfois des désaccords, mais j'ai surtout entendu beaucoup d'accords, beaucoup d'envie de progresser ensemble. Et cher Claude, nous allons le faire dans le cadre de la grande région, en lien avec le Benelux, mais en lien également avec le Bade-Wurtemberg et avec nos amis suisses qui, même si sont un peu éloignés de l'Europe, sont quand même nos voisins et amis. Et donc, il était important, Madame la Commissaire, que vous puissiez nous rejoindre ce soir. Il était important que nous puissions entendre cette voix de l'Europe que vous représentez, que nous puissions entendre cette envie, là aussi, de progresser, parce que nos industriels ont envie d'avancer plus vite, parce que nos concitoyens doivent aujourd'hui, dans les actions publiques que nous menons, bien retrouver là aussi des finalement sources d'espérer, de trouver des solutions dans leur quotidien. Nos entreprises, en termes de mobilité, là aussi doivent comprendre et assurer cette transformation. Nous devons, comme responsables politiques, avoir aujourd'hui une visée sur les transports lourds fournis par des énergies renouvelables. Tout cela, c'est une accumulation de défis, une accumulation budgétaire considérable, là aussi. L'Europe, je sais, va engager 200 milliards dans les temps qui viennent sur cette transformation et cette transition. Je peux vous dire qu'en tout cas, les régions et les régions françaises
seront aux côtés de cette Europe qui avance, de cette Europe du progrès, de cette Europe de la rupture finalement, avec des idées préconçues d'une Europe souvent qui tend à avoir un délai d'intervention trop long. Aujourd'hui, moi, je suis fier de l'Europe dans laquelle je vis. Je suis fier de cette Europe du progrès et de cette Europe qui, malheureusement, connaît à nouveau un territoire de guerre. Mais il faut que nous arrivions à gagner. Il faut que nous arrivions collectivement à gagner. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment vous remercier toutes et tous pour votre présence, votre participation et surtout cette indispensable nécessité de progrès et d'avancer ensemble sur ces énergies renouvelables. Merci en tout cas. Un grand merci, Monsieur le Président. Et donc, c'est le moment maintenant, au terme de cette conférence de 2 jours, de ce débat, où on a très souvent entendu parler de recherche et d'innovation, avec une journée entière hier consacrée à cette thématique. On a aussi souvent entendu la nécessité que la jeunesse prenne cette thématique en main. Eh bien, nous sommes très heureux, Madame la Commissaire, de vous accueillir pour ce discours de clôture. Madame Maria Gabriel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cher commissaire Kaufmann, cher président Rotner, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur général, donc mesdames et messieurs, alors tout d'abord, c'est un véritable plaisir d'être avec vous pour parler, on l'a tous compris, d'un sujet ô combien important pour le futur de l'Europe. Et je voudrais vraiment remercier les organisateurs pour l'organisation de cet événement. Il est vrai que ce sujet est de plus en plus haut dans l'agenda européen et c'est grâce aussi à des conférences comme celle-ci que nous allons parvenir à remplir de contenu l'ambition de l'avoir en haut de l'agenda. Et il est vrai que pour l'Europe, pour la Commission européenne, le développement de l'hydrogène revêt une importance cruciale dans notre ambition européenne de devenir un continent climatiquement neutre d'ici 2050. Nous avons bien avancé depuis la présidence de l'Union européenne de l'Allemagne en 2020 et le lancement du premier projet pilote avec l'espace européen de la recherche sur l'hydrogène. Mais il est vrai, Président Rotner, que la guerre russe en Ukraine nous pousse à sortir de notre dépendance au gaz et au pétrole venant de Russie. Et cette nouvelle situation géopolitique nous oblige à avoir une mise à jour de notre stratégie, une mise à jour de nos investissements, mais aussi une mise à jour de nos rythmes d'innovation. Évidemment, aujourd'hui, nos estimations sont revues à la hausse et indiquent un besoin de plus en plus accru de production d'hydrogène, et ce d'ici 2030. Et la recherche et l'innovation européenne ont été mobilisées, pas maintenant. Ce qui est vraiment très, très positif, c'est que nous ne partons pas de zéro. Les dernières années, la recherche et l'innovation européenne ont été mobilisées. Déjà sous le programme cadre 7, avec le programme Horizon 2020, des entreprises communes sur l'hydrogène ont été financées et le plus important, c'est qu'elles ont démontré la viabilité de l'hydrogène en tant que combustible et moyen de stockage à large échelle. Plus récemment, rappelez-vous l'appel de proposition d'Horizon 2020 pour le European Green Deal a permis véritablement d'avoir non pas une contribution directe seulement de 1 milliard d'euros. Pour moi, je suis fière de le dire, cet appel était la première contribution directe européenne pour le Green Deal européen. Mais surtout, ce qui est important pour nous, c'est que dans cet appel à projets, nous avons des projets qui sont très précis et qui nous permettent d'être plus confiants qu'on va accélérer dans la production des énergies renouvelables et dans leur application commerciale et industrielle. Maintenant, sous Horizon Europe, nous continuons ces efforts et pour commencer, nous poursuivons notre coopération avec le secteur privé via le Clean Hydrogen Partnership.
Je pense vraiment qu'on doit de plus en plus connaître les détails de ce partenariat. D'abord parce que ce partenariat soutient la recherche et l'innovation tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène, de la production à l'utilisation finale. Et il se concentre sur les étapes de production, de stockage, de distribution et a pour objectif de rendre l'hydrogène propre compétitif, mais aussi de soutenir le leadership de l'industrie européenne dans ce domaine. Maintenant, quel est le budget? Parce qu'à chaque fois, ça a été mentionné. Il ne se passe pas une intervention qui mentionne la nécessité qu'on investisse massivement. Ce partenariat, pour le moment, est financé à la hauteur de 1 milliard d'euros par l'Union européenne, tandis que les partenaires de la recherche et de l'industrie apportent eux aussi un montant équivalent. Donc d'ici 2027, pour seulement ce partenariat, nous avons 2 milliards d'euros. 2 appels à propositions ont été lancés le 1er mars, d'un montant total de 300 millions d'euros. Le premier se clôture le 31 mai, l'autre au 20 septembre. J'espère aussi que chacun de vous dans la salle pourra populariser pour que justement ça aille dans toutes les régions de l'Europe et que ça ne se concentre pas seulement sur quelques fins connaisseurs du programme. Maintenant, le prochain appel pour le compte du programme pour 2023 verra son budget augmenter à hauteur de 400 millions d'euros grâce à notre coopération avec le secteur privé. Par ailleurs, pour augmenter l'impact de notre action, nous avons aussi travaillé au développement de synergies avec d'autres partenariats. C'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, mais quand on regarde le programme Horizon Europe et quand on regarde le pilier 2, là où sont les partenariats, on parle quand même de 52 milliards d'euros. Il est vrai que l'une de nos faiblesses jusqu'ici, c'est que les partenariats travaillaient un tout petit peu chacun de son côté. Maintenant, il est important pour que justement cet investissement soit massif, pour qu'on ne redécouvre l'eau chaude à chaque fois, que ces partenariats travaillent ensemble. Et c'est quelque chose d'important pour nous. Évidemment, ici, nous avons des partenariats avec l'industrie, avec le transport, ne serait-ce que le Clean Aviation est un partenariat qui vient immédiatement en tête dès lors qu'on parle de synergie entre le Clean Hydrogen et ce qui doit se passer, y compris dans ce domaine, pour que l'Europe garde le leadership. Donc, comme vous pouvez le voir, l'Europe est fortement engagée pour développer une économie de l'hydrogène au niveau international. Cet engagement, c'est aussi, je me demande combien de personnes dans la salle ont entendu parler de la mission innovation. C'est une initiative pour laquelle l'Union est très engagée, surtout que dorénavant, il y a une mission spécifique sur l'hydrogène que la Commission co-dirige. C'est aussi, je pense, un cadre auquel on n'y pense pas spontanément. Il est vrai qu'on doit se positionner d'abord en tant qu'Européens, mais il est vrai aussi qu'il y a des partenaires avec lesquels on travaille, et ce depuis longtemps. C'est aussi maintenant le bon moment d'identifier notre partenariat comme un partenariat basé sur des valeurs, sur une approche qui est claire et qui, dès le départ, va éviter les travers de certaines parties de l'Europe qu'on connaît. Donc, évidemment, ici, je ne peux que demander à ce qu'on popularise les bienfaits de cette mission-là. Et là aussi, ses défauts, j'en conviens, mais c'est aussi une autre occasion de pouvoir travailler plus intensément, y compris au niveau international. Maintenant, Monsieur le Président, vous avez mentionné déjà le Repower EU. Il est vrai que nous sommes en train de préparer ce paquet. Ce paquet cherche à mettre en place des actions concrètes pour que nous sortions de notre dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Et évidemment, ce plan prévoit de nouveaux partenariats internationaux parce que nous ne devons pas sortir d'une dépendance pour en créer une nouvelle. Et je pense qu'ici, on doit tous le garder en tête, même si les formes et à la surface, une dépendance ne ressemble pas à une autre. On doit être vraiment vigilant. Donc je pense qu'avec le Repower, nous envoyons un signal très clair qu'il est temps d'accélérer notre action en faveur d'une économie de l'hydrogène. Et Repower EU reconnaît cette nécessité. Je me félicite que nombre d'États membres, 15 pour être exact, donc nous avons encore du travail, encore avec 12, aient déjà commencé à investir
massivement dans la production d'hydrogène dans le cadre de leurs plans nationaux de relance. Donc je pense aussi que ici, ce qui est très important, c'est qu'on arrive à avoir les autres abords. Et je pense que nous devons tous travailler, ça a été dit, pour faire émerger des marchés et une véritable économie de l'hydrogène. Et c'est ce que nous faisons à travers les vallées de l'hydrogène. Donc, s'il vous plaît, la Bulgarie, la Slovaquie, la Pologne, vous m'écoutez attentivement, parce que ça, c'est important. Pour nous, les vallées de l'hydrogène sont les véritables berceaux d'innovation dans nos régions. Ces vallées sont des écosystèmes indépendants, elles couvrent toute la chaîne de valeur, de la production à la consommation, en passant par le transport et le développement d'applications fonctionnant à l'hydrogène. Actuellement, sur le territoire de l'Union européenne, nous avons 23 vallées de l'hydrogène intégrées. Mon objectif est de doubler ce chiffre à l'horizon de 2025. On ne parle plus de 2050, s'il vous plaît, on doit rester très concentré sur des choses qui sont concrètes et qui convainquent les gens parce qu'ils ont un véritable effet bénéfique pour eux. Donc pour ce faire, je propose d'investir 200 millions d'euros dès cette année pour lancer de nouvelles initiatives et arriver à 50 vallées d'hydrogène d'ici 3 ans. Donc toute cette partie de la carte, quand on regarde, dès lors qu'on a présenté notre belle stratégie sur l'hydrogène qui n'était pas couverte, maintenant il va falloir qu'on fasse en sorte tout simplement que ce potentiel ne soit pas un jeu entre les mains de certains dont les objectifs ne sont pas des objectifs européens. Le message est très clair. Et évidemment, ici, notre plan est de renforcer l'action des États membres qui investissent dans la production d'hydrogène pour les pousser à innover autour de cette source d'énergie pour créer des écosystèmes intégrés à l'échelle des territoires. Évidemment que nous voulons soutenir ici une dimension européenne en mettant en réseau ces vallées, en leur offrant la possibilité d'échanger leurs expériences et leur savoir-faire, car il est vrai qu'en matière d'énergie, certes, nous avons des solutions adaptées aux spécificités régionales et nationales, mais nous avons besoin de solutions européennes, car l'objectif de neutralité climatique est notre objectif à tous. Enfin, j'aimerais aussi souligner quelque chose qui ressort aussi comme l'un des messages forts de cette conférence. Pour mettre en place toutes ces initiatives, il nous faut une mobilisation de tous les acteurs, nationaux, régionaux, industriels, bien sûr, les citoyens. Et ici, peut-être je vais un peu surprendre, mais je suis commissaire à l'éducation aussi. Les universités ont été mentionnées. Je voudrais aussi parler des talents. Parce que pour une économie de l'hydrogène, il nous faut des talents, des gens avec les compétences qui vont permettre justement à ce que ces technologies fassent partie de notre mode de vie. Aujourd'hui, il est vrai, le développement rapide de la chaîne de valeur européenne de l'hydrogène au cours des prochaines années, devrait générer environ 1 million d'emplois hautement qualifiés d'ici 2030, jusqu'à 5,4 millions d'ici 2050. Et plus que jamais, l'Europe a besoin de former toutes les personnes qui rendront cela possible. Pas seulement ceux qui vont acquérir de nouvelles compétences, mais aussi ceux qui, y compris maintenant, sont dans le secteur. Et dans cette optique, peut-être... je voudrais ici mentionner un projet, c'est the European Hydrogen Skills Alliance, Green Skills. Il est soutenu par le programme Erasmus+. À chaque fois, je me rends compte qu'on doit le populariser davantage. Mais il est vrai que ce projet est porté par 2 membres du partenariat, Hydrogène Europe Recherche et Hydrogène Europe. Et le projet vise justement à concevoir une stratégie innovante et durable pour promouvoir les compétences dans le domaine de l'hydrogène. Donc ici, grâce à une coopération sur le long terme entre l'industrie et les secteurs de l'éducation, notre objectif est de rapidement évaluer les besoins actuels, les besoins futurs du marché, et tout ceci pour créer des programmes de formation adéquats. Avec mon équipe, on va suivre cela de près, parce qu'il me semble qu'il y a une véritable nécessité à créer quelque chose d'européen, même aller bien au-delà d'avoir un master européen de l'hydrogène,
vert, que ce soit quelque chose que les gens qui suivent cette formation puissent valoriser. Et ce, pas seulement en Europe, mais aussi vis-à-vis de l'international. Et évidemment, sur ce point-là, compter sur moi et mon équipe. Donc voilà, pour conclure, j'aimerais juste encore une fois rappeler la nécessité d'une coopération étroite entre l'Union européenne, les États membres, les régions et tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Ce n'est qu'en adoptant une approche systémique, et je pense que ça a été dit par plusieurs, que le développement de l'hydrogène en Europe aura un impact réel dans notre combat contre le changement climatique et notre autonomie énergétique. Donc merci encore une fois de nous avoir aidés de garder le sujet pas seulement haut dans l'agenda européen, mais surtout de le remplir de plus en plus avec du contenu, et un contenu adéquat par rapport aux réalités, par rapport aux objectifs partagés et par rapport à nos valeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Commissaire, pour ce discours sur une Europe du coup engagée, une Europe motrice sur la dimension de l'hydrogène, qui nous montre aussi comment nous pouvons effectivement décarboner ensemble au-delà des frontières. C'était vraiment là l'objectif aussi de ce rassemblement, de cette conférence et de ces 2 jours. Nous vous invitons maintenant à aller prendre un verre pour continuer à discuter ensemble, pour développer des nouveaux projets et participer activement à cet effort commun pour décarboner. Voilà, merci beaucoup et on se revoit.